Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 20h pour vous parler de tout ce qui s'est passé dans le monde du sport. On va revenir sur la Coupe d'Europe, et ça c'est du football avec la Ligue des Champions cette semaine, la Ligue Europa également. On reviendra sur ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end. On va revenir également sur la page Ligue 2 avec bien évidemment la page consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard. Grosse défaite contre l'AS Nancy Lorraine ce vendredi. On en reparlera avec vous bien volontiers. On reviendra également sur l'actualité régionale, sur ce qui s'est passé dans les différents championnats, ce qui concerne le football en National 2, National 3. Avec ça sera avec Mister Frédéric Fitch. On reviendra également sur ce qui s'est passé en handball. On reviendra sur le match de l'ESBF donc mercredi dernier face à Chambray. On va revenir également sur le Grand Besançon Doux Handball qui s'est incliné à Valence pour la première journée des playoffs. 26-25, on en reparlera. On parlera également du Bezac avec le maintien officiel du Bezac en M1. On en reparlera tout à l'heure. Eh bien, on espère que vous serez à l'écoute. Donc, pour nous écouter, c'est simple, 99.5 ou radiochalombesançon.com, c'est tout simple. Et pour venir vous exprimer en direct, 03 81 50 67 51. Donc, prenez votre combiné et n'hésitez pas à nous appeler. Bonsoir, messieurs. On est avec Arthur et Mister Frédéric Fitch. Comment ça va, Arthur ? Ça va et toi, Fred ? Bah, écoute, ça va parfaitement bien. Fred, comment ça va ? Bon, à peu près. À peu près ? Oula. Bon, je sens à ta voix que les terrains la voix éreintée, mais voilà. Je sens que les terrains ce week-end t'ont fait du mal. Désolé pour ma voix enrouée, mais... Enrouée. Oui, je suis un peu enroué, c'est désolé. Bah écoute, faut prendre un bon sirop et tout ce qui va bien avec. Et ça, c'est fait. C'est déjà fait ? Bon, bah écoute, on espère que tu iras mieux et que tu vas retrouver ta voix tout au long de l'émission. Donc, sinon, je passe le relais s'il le faut, mais pour l'instant, ça va. Ça. Oui, sinon on ira à la pharmacie du coin chercher un petit truc ou un petit bonbon pour la gorge. Si vous m'entendez plus à l'antenne, c'est que voilà. On va lancer une cagnotte Sauver Fred ce soir. Vous pouvez oui, c'est ça. Non. Déductible des impôts, 66%. On n'est pas en téléthon ici. C'est ça, sauver la gorge de Fred, elle est en feu. Donc non, c'est pas téléthon quand même. Hein. Non, c'est ça. Pas exagéré. Hein. Ouais, on fera ce qu'il faut en tous les cas et on fera le Fredéton. C'est ça, le Fredéton. On va appeler Gérard Tsunagi, oui, pendant qu'on y est aussi. Oh, mais là, laisse tomber, ça va nous coûter trop cher cette histoire. On va déposer le bilan, si on appelle. Il faut déjà qu'on ait une cagnotte déductible des impôts, après on verra. C'est ça, exactement. Bon, messieurs, on va parler un peu Ligue des Champions, ça vous dit, ça vous branche ? Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est la Ligue des Champions cette semaine avec différents matchs au programme, bien évidemment, avec le FC Porto qui recevra l'AS Rome ce 6 mars à partir de 21h. On retrouvera également le Real de Madrid qui recevra l'Ajax d'Amsterdam, le Borussia Dortmund qui recevra Tottenham et bien évidemment le Paris Saint-Germain qui recevra Manchester United. Alors bien sûr, il y aura les deux premiers matchs, FC Porto et Paris, donc ça sera le 6 mars à 21h. Et les deux autres rencontres auront lieu le 5 mars à partir de 21h. Bon messieurs, un petit prono FC Porto AS Rome. Oh, je vois pas de gros changements pour Rome qui devrait normalement se qualifier sans aucun problème. Donc je dirais, allez, match nul 1-1. Ah, attention, parce que Porto a marqué quand même à l'aller. Hein. Donc, moi je sais pas, moi je vois bien Porto passer, moi. Fred ? Pareil. Copieur. Allez, on passe au Real Madrid face à l'Ajax d'Amsterdam. Oh, normalement, avec l'avance qu'ils ont récupérée à l'aller, je pense que normalement Madrid devrait passer. Allez, 2-0. Oui, puis je pense que ça serait mieux pour son entraîneur qui passe. Hein. À Solari, complètement. Parce qu'après les deux décomptes dans le Classico, on en parlera juste après du Classico. Je pense que sa tête va sans doute être mise à prix. Je dirais Real gagnant. Real aussi, oui. Allez, moi aussi, ils se rattrapent de leur semaine. Exactement. Jamais 203, comme on dit.
Je pense qu'ils vont faire un petit quelque chose. Et Borussia Dortmund, Tottenham, pardon, plutôt dans l'autre sens. Oh, quand même, Dortmund qui est à domicile, je dirais quand même 2-0 pour Dortmund et ça se jouera au tir au but. Oui, c'est pareil. Moi, je vois une victoire de Dortmund, mais finalement, sur l'ensemble des deux matchs, une qualification de Tottenham. Oui, Dortmund. Dortmund aussi. Allez, on va s'intéresser maintenant au Paris Saint-Germain qui recevra Manchester United. Allez, un petit prono. C'est mercredi, non? C'est ça sera le 6 mars, mercredi. Oh, ce Pareil serait, gagnant, allez, hop. ce serait quand même une vraie malédiction que Paris réussisse à perdre en ayant gagné 2-0 à l'extérieur. Ce serait une première dans l'histoire. Donc je pense que Paris va faire le nécessaire pour J'espère qu'on pour fera pas conserver le coup de la remontada il y a 2 ans. La remontada, il y a 2 ans. Ouais, mais là, Contre c'était Barcelone, Ouais, moi, mais là- j'espère c'était dans pas un non autre plus, contexte. C'est dans un autre contexte et puis on sait les histoires qu'il y a eu derrière. Non, je pense que Paris devrait conserver son avance Pareil. sans forcément gagner, mais il devrait se qualifier pour l'écart. Eh bien, on verra si vos pronostics sont bons. On verra ça donc ce mardi et ce mercredi. On parlera des autres matchs avec des champions. Eh bien, non, pas la semaine prochaine parce qu'on fera pas On aura oui, les résultats. il n'y aura pas dans l'émission. 15 Donc, jours. bon, allez, Lyon-Barcelone, on va un petit prono pour Lyon-Barcelone. C'est serré. Peut-être je dirais plus Barcelone. Mais j'aurais dit Lyon, mais je dirais plutôt Barcelone. Tu vois plus Barcelone, Oui. Arthur? Oh, je suis vraiment indécis sur ce match parce que vu la performance de Barcelone à l'aller, allez, j'espère quand même que Lyon passera, mais ça me paraît compliqué. Eh bien, en tous les cas, on verra vos pronos. Mais moi, je vois bien. Enfin, pour tout faire, il faudrait que Lyon marque assez rapidement pour faire Quoi qu'il marque douter. dans les premières minutes. C'est ça, pour faire douter cette équipe Parce que sinon, de Barcelone. Enfin, c'est ils ont une l'avantage catastrophe. des buts à l'extérieur aussi. C'est ça. Donc on verra ce que va faire Lyon. On espère bien évidemment que le club français lyonnais passera justement cet obstacle. Ça serait quand même assez sympa et ça permettrait encore de récolter des points UEFA. Avec Solskjaer qui croit à l'exploit, hein. Bien sûr c'est l'entraîneur de Manchester United. Voilà ce qu'il a déclaré. Il a dit: nous savons que le match va être difficile, nous allons affronter l'une des meilleures équipes d'Europe avec des joueurs absolument brillants, mais qui peut savoir, c'est déjà arrivé avant. Ce club a réalisé de superbes remontées. En Ligue des Champions ces dernières années, il y a aussi eu des retours dingues, le FC Barcelone contre le PSG notamment, même si le contexte est différent car nous devons le faire à l'extérieur, c'est ce qu'a noté le technicien norvégien. Un petit peu de pression, il met un peu de pression sur le PSG puis il rappelle un mauvais souvenir avec Barcelone. Bon, après, il peut être confiant parce que vu les performances qu'a réalisé Manchester depuis son arrivée en championnat, je crois qu'ils n'ont pas perdu une seule fois. Il peut imaginer le meilleur pour son équipe, surtout que son jeu tactique est très intéressant et c'est ça à regarder. Pourtant, c'est un fan de Liverpool qui dit ça. Hein. Non, mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il a redonné confiance à ce groupe de Manchester United. Après, quand même, je pense que le fait qu'ils vont avoir des blessés suite aux 3 changements de Liverpool et Pogba qui est suspendu, ça va quand même peut-être donner un petit impact dans le jeu mancunien. Parce que Paul Pogba restait un élément clé de l'équipe depuis quelques matchs. Eh bien, on verra en tout cas si les pronostics sont bons ce mardi et ce mercredi. Un petit mot sur les 8e de finale de la Ligue Europa avec Rennes qui affrontera Arsenal donc le jeudi 7 mars à 18h55. Match retour le jeudi 14 à partir de 21h. Est-ce que vous voyez Rennes passer l'obstacle Arsenal, messieurs? Oh, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le fait qu'Arsenal aura quelques absences, et puis qui pourra profiter du match à l'extérieur, match à domicile au retour. Donc, je suis complètement indécis pour ce match. Fred? C'est vrai, je suis Arthur aussi. Hein, c'est... Complètement indécis? Oui, c'est vrai parce que cette équipe rennaise est Peut-être elle-même nul. indécise, donc on ne peut pas savoir. Peut-être un nul, je dirais. Ouais, puisque quand même l'équipe est quand même restée sur une baisse de régularité en championnat et arrive à battre le Betis qui était pourtant favori sur les 2 rencontres. Donc on peut espérer le meilleur comme le pire pour Rennes jeudi. Eh bien, on verra en tous les cas si les pronos, votre prono est exact. Après, il y avait les autres rencontres, hein, Dynamo Zagreb, Benfica, le Zénith Saint-Pétersbourg, Villarreal, l'Eintracht Francfort, Inter de Milan, le FC Séville face au Slavia Prague, Chelsea face au Dynamo Kiev, Naples, RB Salzbourg et Valence FC Krasnodar. Ce sera donc les matchs allés ce jeudi 7 mars. Donc les matchs
auront lieu à 18h55 et à partir de 21h. Et on reviendra bien évidemment sur tous ces résultats. RB, c'est Red Bull, ça. Pour Salzbourg, c'est Red Bull, ça. C'est pas. Oui. Oui, les Red Bulls. Pourquoi Ouais, j'ai dit quoi? Non, par RB, pour ceux qui ne savent peut-être pas. Ah, les Red Bull, oui. Ouais. Voilà, tu vas Pour nous ceux faire qui savent citer. peut-être pas, faut le préciser. Tu vas nous faire citer toutes les marques là. Parce que RB, c'est peut-être, c'est aussi autre chose. Ah, localement tu parlant, voulais, Oui. tu voulais associer le RB Oui. au Racing Besançon, c'était ça Oui. en fait. T'en perds pas une. Hein. Mais bon, Ah, c'est toujours bon de le préciser, comme on dit. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, un petit mot, juste on fait un petit tour des championnats étrangers. Avec du côté de l'Allemagne, c'était la 24e journée ce week-end. Avec donc ce vendredi 1er mars, un match avec la défaite de Dortmund face à Augsbourg. Hein, c'était du côté d'Augsbourg 2 buts à 1. Il y a également d'autres résultats avec le Borussia Mönchengladbach qui s'est fait exploser à la maison par le Oula. Bayern Munich. Et je te rectifie, c'est Mönchengladbach. 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 Ah, München. Ah, je sais pas, il y en a qui disent Avec le Munchen tréma aussi. sur le haut, C'est peut-être. Je sais pas. Oui, c'est le tréma sur le Ah, haut en d'accord. allemand. München alors. Mönchengladbach. Comment t'as dit? Mönchengladbach. München. Non, je l'ai dit comment? Mönchengladbach. Ouais, je la prononce C'est à le haut avec l'allemande. le tréma, ça fait Ah. en E, comme ça. D'accord. Enfin, Ça marche. Avec qui s'est fait exploser, oui, chez lui, face au 5-1. Bayern Munich, 5-1 avec des buts, encore un doublé pour Lewandowski. Et je crois que c'était son combien de buts en Bundesliga? Il y a un record, il a battu un record ce week-end. Voilà, je ne me rappelle plus. Donc ça va me revenir. c'est une bonne question, on peut dire. Ça va me revenir, mais avec l'Eintracht Francfort aussi qui a battu Offenheim 3 buts à 2 avec un but de Sébastien Haller à la 89e minute de jeu. Le Hertha Berlin a battu Mayence 2 buts à 1. Le Bayer Leverkusen a battu Fribourg 2 à 0. Nuremberg s'est incliné chez lui face au Red Bull, au RB Leipzig 1 à 0. On a également le Fortuna Düsseldorf qui est allé s'imposer du côté de Schalke 04 4 à 0. Et ce dimanche, Wolfsburg et Werder de Brême ont fait un partout. Et le VfB Stuttgart qui s'est réveillé et qui s'est imposé assez largement 5 buts à 1 face à Hanovre. Non, il ne restera pas de match. Avec en tête toujours le Borussia Dortmund, mais le Bayern Munich revient à hauteur donc de Dortmund avec 54 points. Le troisième, c'est Leipzig avec 45 points. Et le quatrième, je vais te le laisser dire. Mönchengladbach. Voilà, avec 43 points. Et en bas de classement, on retrouve 16e Stuttgart, 17e Hanovre et 18e Nuremberg avec Lewandowski qui est toujours en tête du classement des buteurs. 15 buts. Ça, c'était pour l'Allemagne. On part direction l'Italie avec tous les résultats de la 26e journée avec ce vendredi 1er mars, l'Inter de Milan qui s'est incliné à Cagliari 2 buts à 1. Ce samedi, la Lazio de Rome a battu l'AS Rome, c'était dans le derby romain, 3 à 0. Le Milan AC a battu Sassuolo 1 à 0. Empoli et Parme font match nul, 3 buts partout. Ce dimanche 3 mars, les résultats avec Torino qui a battu le Chievo Vérone 3 à 0. Le Genoa et Frosinone font match nul 0 partout. L'Udinese bat Bologne 2 buts à 1. La Sampdoria de Gênes est allée s'imposer du côté de Spal Ferrara 2 buts à 1. L'Atalanta Bergame a battu la Fiorentina 3 buts à 1. Et la Juventus est allée battre Naples 2 buts à 1. C'était en tout cas une belle rencontre que j'ai pu suivre. Exactement. En tête, un seul client, on va dire souvent le même, la Juventus Turin avec 72 points, qui est très très loin devant. Et on retrouve en deuxième position Naples 56 points. Troisième, les deux équipes milanaises, le Milan AC 48 points. Et quatrième, l'Inter de Milan avec 47 points. À moins d'un accident, je pense que la Juve sera champion d'Italie, réussira le fameux Scudetto. Ah, je sais pas, là je sais pas trop quand même. Hein. Ça va être juste, hein, non? Crois pas? Non, je dis qu'ils vont faire Oui. le Scudetto, à mon Ah avis. bah oui, là je pense qu'ils sont bien partis pour là. Hein. Faudrait vraiment un terrible accident. Avec 18e donc Bologne 18 points, 19e Frosinone 17 points et 20e le Chievo Vérone avec 10 points. Et au classement des buteurs, Cristiano Ronaldo est en tête avec 19 points. D'ailleurs il s'est acheté une belle voiture Cristiano il n'y a pas longtemps. 500 000 euros. Ah j'ai vu 400 000 moi. Oh, 500 000, moi j'ai vu. Ah j'ai vu 400 000. Bah tu vois comme quoi les prix sont pas pareils. Bon, de toute façon, hein, ça fait pas un zéro de plus. Donc pour, je me suis pour fait avoir Ronaldo. quand j'ai acheté la mienne alors en fait. C'est bon, moi j'aime bien mon permis piéton. Il est vraiment serviable. Il est au top quoi c'est ça. Ouais, vive le permis piéton.
Allez, on va passer au championnat anglais qui a donc débuté ce week-end avec West Ham qui a battu Newcastle, c'est pour le compte de la 29e journée, 2-0. Wolverhampton a battu Cardiff City 2-0. Manchester United, on a parlé, a battu Southampton 3-2. Brighton a battu Huddersfield 1-0. Man City est allé s'imposer du côté de Bournemouth 1-0. On a Crystal Palace qui est allé s'imposer du côté de Burnley 3-1. Tottenham et Arsenal font match nul, 1 but partout. Et ce dimanche, Everton et Liverpool se sont tenus en échec 0 partout. Chelsea est allé battre Fulham 2-1. Et Watford a battu Leicester City 2-1. Au classement, Manchester City à 71 points, un petit point d'avance sur Liverpool qui est deuxième avec 70 points. Ensuite, il y a un petit trou avec Tottenham qui est troisième, 61 points. Et quatrième, Manchester United avec 58 points. En bas de classement, on retrouve 17e Southampton, 27 points. Cardiff City est 18e, 25 points. 19e Fulham, 17 points. Et 20e Huddersfield avec 14 points au classement des buteurs. C'est Agüero, Man City, qui est en tête avec 18 buts. On part du côté de l'Espagne, car il y a des choses à dire ce week-end en Espagne. Je vous donne déjà les résultats de cette 26e journée qui avait commencé ce vendredi 1er mars avec le Rayo Vallecano qui s'est incliné chez lui face au FC Gérone 2-0. L'Espagnol Barcelone a battu le Real Valladolid 3-1. Alaves est allé battre Villarreal 2-1. Huesca a battu le FC Séville 2-1. Ça, c'est quand même une grosse surprise avec un but de Ben Yedder sur penalty à la 84e. Eibar a battu le Celta Vigo 1-0. Le Betis Séville s'est incliné chez lui face à Retafe 2-1. L'Atlético Madrid est allé battre la Real Sociedad 2-0. Le FC Valence a battu l'Athletic Bilbao 2-0. Et bien évidemment, le Real Madrid était opposé au FC Barcelone. Et c'est finalement Barcelone qui s'impose 1-0. Un but de Ivan Rakitic. Alors messieurs, un petit bilan de ce classico qui n'a pas été un grand classico. On en a vu des bien meilleurs. Deuxième de la semaine, puisqu'il s'était déjà imposé en Coupe d'Espagne, de Barça en milieu de semaine. C'est ça, en Coupe du Roi. Il s'était imposé 3-0. Donc c'est vrai que c'était assez chaud. Personnellement, j'avais pas vu le match. J'étais au bar. T'as pas vu le match? Eh ben, écoute, je te propose le résumé. Allez, on va le réécouter un petit coup. Barcelone à Bernabéu, 9 points d'avance pour Barcelone, leader du championnat. Pour le Real et pour Toni Kroos, la tête de Benzema. Ça revient maintenant sur Vinicius. Ça a piqué le centre, Ramos. Et en pivot, Raphaël Varane. Toni Kroos, la frappe de Kroos. Capté par Ter Stegen. Messi. Accélération devant Casemiro, retour de Reguilón, Luis Suarez. Messi, maintenant, premier face à face de Messi. Petit piqué devant Courtois, ça passe devant le but. Aïe, aïe, aïe. Kroos. Vinicius. Et Vinicius qui est dans une très très bonne situation maintenant. Le Brésilien paye l'appel. Benzema en retrait. Peut-il se retourner? Il donne à Modric. Contrôle de Luka Modric. La frappe pour gêner de Modric. Piqué intervient devant Ter Stegen. Kroos lui manque le coup accélérateur. Messi, Rakitic, Sergio Roberto redonne encore à Rakitic, quel bon ballon pour le Croate Rakitic, c'est piqué et c'est une merveille. Ivan Rakitic, Barcelone mène au Bernabéu, 25 minutes de jeu et cette petite fantaisie croate, 1-0. Je veux pas dire que je venais de dire exactement que ça combinait, que ça produisait et que ça devenait plus en plus dangereux, intense. Parce que souvent... Le corner de Toni Kroos vers Raphaël Varane. Reguilón, la frappe de Reguilón. Elle passe à côté du but de Ter Stegen. Rakitic qui va encore avancer, gagner du terrain. Ivan Rakitic, Suarez s'est décalé. Suarez, la frappe. Courtois repousse. Messi se jette. Courtois. Ensuite... Kroos pour ce corner. Ter Stegen en boxant a donné à Dembélé, mais ça revient sur Dani Carvajal. Casemiro, ballon pour Benzema, la reprise. Oh, raté. Quelle occasion. Incroyable.
Carvajal. Attention, Carvajal qui a mis volontairement évidemment pour Suarez. Échappé de Luis Suarez. Varane essaye de revenir face à Suarez qui s'excentre, qui s'enferme un petit peu. Courtois. Suarez en retrait. Sergio Ramos pour le dégagement derrière. En dehors aussi une très très bonne frappe, une mobilité, oui, un peu plus verticale. Ballon de Ramos pour Vinicius. Bien Contrôle joué. magnifique de Vinicius. Comment va-t-il terminer cette fois-ci? Vinicius, la frappe. Ter Stegen d'un bras. Benzema. Encore excentré, voilà. On utilise toujours Benzema. Reguilon, le centre. Piqué. Très solide aussi. Gérard Piqué. Attention, Rakitic. Piqué. Ballon maintenant pour Vinicius. Vinicius crochet la frappe. Sortie par Clément Langlais. Corner. Doucement, Modric Le Real ne touche plus le ballon sur cette séquence. Messi avec Dembélé. Dembélé, la frappe. Passe à côté du but de Thibaut Courtois. Une préparation et une accélération. Coutinho. Coutinho. Vidal derrière pour Messi. Frappe. Oh, Messi. s'il marque là, on s'en va. Hein. Là, on dépose les micros parce qu'avoir une fin comme ça. Ouais, là, ils ont fait un peu trop. Coutinho. La Liga est sans aucun doute perdue pour le Real Madrid, battu à nouveau par le Barça. 1-0, le Real se retrouve à 12 points du leader, le FC Barcelone, vainqueur donc grâce à Ivan Rakitic. Oui, 12 points, ça commence à faire beaucoup et c'est vrai que Barcelone a 60 points, Atlético Madrid a 53 points, le Real Madrid est 3e avec 48 points, 4e Retafe, 42 points. En bas de classement, on retrouve Villarreal 18e, le Rayo Vallecano 19e, le 20e, le SD Huesca. Et toujours au classement des buteurs, Messi est loin devant avec 25 buts. Alors dans ce classico du côté de Real Barça, il y a eu aussi un événement avec le geste de Ramos. Vous allez écouter ce qui s'est passé. Ramos. Kroos. Ramos est en train de monter pour accompagner l'attaque avec un ballon maintenant vers Bale. Attention, Messi il est par terre, mais là, t'es bien. Suarez, la passe de Suarez de la tête. Casemiro, effectivement, mais Messi reste au sol à la relance de Courtois. Varane. Oui, il faut la mettre par terre, messieurs, dames, là, oui. Bien sûr. Attention, il ne faut pas rajouter. Messieurs, Sergio Ramos, il va aller voir. Il n'y a que lui, pour l'instant, qui peut voir. Non, mais bon, ok, vous dites que c'est spray. Oh bah regarde, là il vient de se relever. Il vient de se relever en 1 seconde et demie pour répondre à Ramos. Évidemment, il y a le geste de Ramos. Ça, Non, mais vous dites. Ouais. Moi, je dis qu'il aurait pu se relever avant. Et oui, c'était le Classico. Et la petite baffe de Messi, ou le coup de coude, comme on veut. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien cru que Messi avait perdu des dents. Je ne sais pas s'il en a vraiment perdu, mais enfin, on a quand même vu qu'il avait la lèvre ensemble. Bon, un petit mot sur ce geste. On connaît bien Ramos, Oui, forcément. on connaît le phénomène, évidemment. Non, mais c'est complètement déplacé. Ça n'a rien à faire sur un terrain de football. Après, il était déjà dans le collimateur de la Ligue pour son carton jaune volontaire. Donc, bon, il n'a pas fait qu'arranger son cas, on va dire. Après, chacun a son avis. On le voit bien même sur les gens de chez Beansport qui commentent. Le journaliste, lui, se dit pourquoi il ne se relève pas tout de suite. Mais si, parce qu'il a mis 1 seconde et demie pour se relever et puis pour faire un tête-à-tête avec Ramos. Donc après, bien sûr, Omar Da Fonseca est un peu plus pour Messi, peut-être les origines argentines. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'était compliqué entre les deux hommes. Après, on sait que c'est toujours un classico, mais je pense que le Real, là aussi mauvaise, ça fait le 2e classico qu'ils perdent d'affilée. Je pense que là, ça va commencer à tousser du côté de la Maison Blanche. Non, n'est-ce pas, messieurs ? Ah si, complètement. Puis surtout, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné un classico, le Real ? Ça fait un petit moment. Ouais. Il y a pas mal d'années. Oui, je crois. Ça va faire Surtout un moment. que Barcelone est repassé devant au nombre de classicos gagnés, il me semble. C'est ça.
C'est ça. Donc oui, c'est sûr ils l'ont un peu mauvaise, mais je pense que cet été va y avoir beaucoup de transferts du côté du Real, parce que je crois que c'est un Real qui arrive en fin de cycle. Par contre, un joueur qui va monter, je pense, dans cette équipe, c'est Vinicius. Quand il aura un petit peu plus de bouteilles, car par moment il a tendance à perdre le ballon un peu vite, mais ça va être en tout cas un sacré joueur pour le futur et pour cette équipe du Real de Madrid, car il s'entend déjà très bien avec justement Karim Benzema. Et il a été sélectionné pour la première fois avec l'équipe du Brésil. Il va peut-être pouvoir honorer sa première sélection. Tout ça est un peu logique, on va dire. Oui, surtout Vu ses le talent du performances. gamin, oui. Vu ses performances du moment. Oui. On va passer cette fois à la Ligue 1. Allez, on va revenir du côté de notre championnat, la Ligue 1. On parle de la Ligue 1 et de la 27e journée. Bon, messieurs, vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé sur les différents terrains de l'Hexagone ce week-end? Oh oui, bien évidemment. Bon, alors on va parler tout d'abord du premier match qui avait lieu ce vendredi. C'était Caen qui recevait le Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est Caen qui ouvre la marque par Ninga à la 56e minute de jeu. Et ensuite, c'est Kylian Mbappé à la 59e qui égalise sur penalty. Caen croyait tout de même tenir ce petit point du match nul qui ferait en tout cas les affaires Canet, parce qu'ils sont en fin de peloton dans cette Ligue 1. Et c'est finalement Kylian Mbappé à la 87e minute de jeu qui douche les espoirs de Fabien Mercadal et de Roland Courbis, on peut dire, parce qu'ils sont maintenant, on va dire, associés dans cette aventure canaise. Donc oui, j'entends que tu tousses, oui, c'est un petit peu bizarre, mais en tous les cas, ça aurait pu en tout cas fonctionner sur ce match. Oui, puis surtout que d'après les joueurs dans le vestiaire, c'est un apport de Courbis qui a été très intéressant puis important depuis quelques jours, puis apparemment ça se voit sur le terrain, puisque c'est les choix tactiques de Courbis qui ont été adoptés en plus de ceux de Mercadal de départ. Et on a vu quand même un camp qui a été combatif jusqu'au bout et qui a montré de belles choses. Après, à voir comment les hommes de Fabien Mercadal vont réussir à remonter. Et puis on espère pour eux qu'ils vont éviter la case relégation. Eh bien, on l'espère en tous les cas pour eux. Et bien justement, on va l'écouter, Fabien Mercadal, qui revient sur le fait que c'est une énorme déception de ne pas avoir pu garder le score. Et ensuite, on va écouter Thomas dans l'ordre. Thomas Tourelle, Levin Kurzawa et Areola. Ils reviennent tout simplement sur le fait que c'est bien d'engranger de la confiance avant justement de jouer un grand match. Et ce grand match, ce sera contre Manchester United. Et c'est un peu depuis quelques matchs qu'on a besoin beaucoup d'occasions pour faire un but. Et pour ça, le match était très serré jusqu'à la fin. Et je suis heureux que c'était possible de gagner, parce que c'est important avant un grand match de continuer de gagner, de rester calme et tranquille. L'équipe a montré une bonne mentalité. C'était très difficile après le premier but pour Caen, mais on a montré une bonne mentalité. On a gagné mérité. Et maintenant, c'est bien pour un mercredi. Et on a vu la mentalité de l'équipe encore une fois. Voilà, ça a été compliqué du début jusqu'à la fin. Ils ont ouvert le score. On a répondu directement par un but. Et après voilà, on a cravaché pour essayer de mettre le deuxième et gagner le match. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, l'équipe est contente, le coach aussi. Et maintenant, on passe au prochain match. Là, on a fait un match sérieux. Après, ici, on sait que c'est difficile. À chaque fois, à l'extérieur, on nous attend. On s'est procuré beaucoup d'occasions. Après, malheureusement, on n'a pas eu cette réussite en début de match. Voilà, après, comme j'ai dit, on est resté sérieux et compact et on a continué à attaquer. Une semaine déception. Ouais. Semaine déception. On a eu la chance, parce qu'il y a quand même eu un petit peu de chance de passer devant Paris, et on n'a pas réussi à garder le résultat. Ouais, on a des progrès à faire, on le sait. Et on va s'atteler à continuer à progresser. Pas en termes de points en tout cas,
Ouais, et les scénarios se répètent quand même. Donc il faut continuer à s'améliorer. On se contente peut-être de ce qu'on a fait parce que c'est Paris. Mais ils ont touché la barre, le poteau. Voilà, donc on s'est battu. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas battu, mais aujourd'hui on doit être meilleur que ce qu'on a été. Meilleur que ce qu'on a été, oui, ben forcément, cette équipe cannaise ne prend pas de points sur cette rencontre quand reste campé à cette 18e place, synonyme de barragiste avec 20 points. Et en tête, le Paris Saint-Germain, lui, prend encore des points et prend le large dans cette Ligue 1 en tête avec 71 points. On va se diriger cette fois-ci vers les rencontres qui avaient lieu à partir de 20h et c'était du côté de Reims où Amiens va ouvrir le score par Moussa Konaté à la 39e minute de jeu. Avant que Abdelhamid, 44e minute de jeu, ne marque contre son camp. Amiens 2-0, on se dit qu'Amiens va se diriger vers une victoire en terre champenoise. Et ben non, pas du tout. Boulaye Dia, à la 70e minute de jeu, réduit le score pour cette équipe de Reims. Ça fait 2-1. Et finalement, ensuite, Reims a lâché les chevaux. Plus de tactique, plus de technique. Enfin, aussi de la technique, mais c'était du roi football. Ils se sont rués sur les buts amiénois. Et en fait, ça a marché car Mathieu Cafaro, à la 84e minute de jeu, va égaliser pour cette équipe de Reims. On en restera là. 2 buts partout. Je vous propose d'écouter la réaction de David Guillon qui, lui, revient sur le fait qu'à un moment, il n'y a plus besoin de tactique. Il faut se lâcher et pilonner l'adversaire. Et Christophe Pélissier revient. Pour lui, cela reste tout de même un bon point car Reims était une équipe en forme. On va pas gagner tous les matchs, on est d'accord. Donc c'est vrai que c'est un match où on est passé par pas mal de sentiments. C'est un match qui a procuré beaucoup d'émotions. J'ai trouvé qu'on avait bien démarré pendant un quart d'heure, 20 minutes. On avait le monopole du jeu, on était chez les Amiénois, sans se procurer de grosses situations. Et puis ensuite, il y a ce fait de jeu avec ce penalty, qui n'est même pas une occasion des Amiénois. Et là, j'ai trouvé que mon équipe avait pris un petit coup derrière la tête. Et on a reculé, on a laissé plus de place aux Amiénois sur cette deuxième partie de la première mi-temps. Et puis après, il y a ce deuxième coup du sort avec un centre qui est, je veux dire, c'est même pas une occasion, qui est dévié par notre défenseur dans notre propre but. Donc c'était vraiment très difficile pour mes joueurs de rentrer à la mi-temps avec ces 2 buts, sachant que Édouard avait rien eu à faire auparavant. On a mis du cœur, beaucoup de cœur, on a mis beaucoup de générosité et puis on a tout tenté. On a joué avec 2 avançants, 2 ailiers, on a fini avec un 10. On est resté qu'avec un seul 6 et 2 défenseurs centraux. Voilà, tout le monde est parti un petit peu à l'abordage. On s'aperçoit que des fois le football c'est ça, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de technique, et puis il y a du cœur, il y a de l'abnégation, et c'est ce qui s'est passé sur cette deuxième mi-temps. On est toujours frustré quand on mène 2-0, après sur la physionomie du match et surtout avant le match, prendre un point à Reims ici, dans notre position, c'est un très bon point. Voilà, après il y a le scénario du match qui fait que on aurait pu espérer, mais je pense qu'aussi on aurait pu le perdre ou on aurait pu le gagner parce que dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps on a 2 grosses occasions où si on met le 3-0 le match est plié. Si on met le 3-0, le match est plié, et bien ce 3-0 il n'est jamais arrivé du côté d'Amiens et c'est ce qui a fait que Reims a pu revenir aussi dans cette partie, comme quoi dans une partie de football il ne faut jamais rien lâcher. On va maintenant se diriger, il y a la rencontre Nîmes-Rennes qui a elle aussi été reportée. Il y a également, on va se diriger du côté d'Angers, Angers qui recevait Monaco qui recevait sur des belles performances. Et c'est finalement Angers qui va ouvrir la marque à la 22e minute de jeu par Flavien Tate qui va lui récidiver à la 45e, a doublé pour lui. Angers mène 2-0. Et ensuite, en seconde période, Radamel Falcao, à la 49e minute de jeu, va en tout cas réduire le score pour cette équipe de Monaco au bon moment.
Et en fin de partie, il va récidiver le Colombien sur penalty à la 80e minute de jeu. Et Monaco arrache le point du match nul, un point du match nul qui, à la mi-temps, n'était pas acquis. Et on va tout de suite regarder, enfin en tout cas plutôt écouter la réaction de Stéphane Moulin. Il dit il faut être honnête, le nul est logique. Et Radamel Falcao revient sur le fait que c'était un match compliqué du côté d'Angers. Ouais, je ne sais pas si on peut être frustré parce qu'il faut être objectif dans les analyses. On a eu la première mi-temps pour nous, ils ont eu la deuxième mi-temps pour eux. Moi, la satisfaction, c'est d'avoir mené 2-0 face à cette équipe-là, qui est une équipe de grande qualité, je trouve, qui n'a évidemment plus rien à voir avec celle qu'on avait rencontrée au match aller. Et je ne peux pas être déçu ce soir de la prestation de mon équipe parce qu'on leur a rendu la vie difficile, on leur a donné un match dur. On a vu un beau match. Maintenant, ce qu'on a su faire pendant une mi-temps, on a laissé beaucoup de force. Et en seconde mi-temps, ils nous ont imposé un rythme qu'on a eu du mal à soutenir, ce qui me paraît tout à fait logique. Mais on a donné le change. Voilà. Alors le seul petit regret que j'ai, c'est qu'on a 2 balles de 3-1, qu'on ne les met pas. On leur a fait des misères aussi, quand même, quelques fois. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que les joueurs progressent, l'équipe progresse. Et quand on est coach, c'est aussi une satisfaction. Maintenant, c'est vrai que quand on mène 2-0 et qu'on fait 2-2, on a toujours une petite pointe de déception. Mais sincèrement, je serais malhonnête de dire que c'était mérité. On a réussi un point, c'est important à l'extérieur aussi. Bien sûr que pour nous, c'est mieux avoir les 3 points. Je pense que la première mi-temps, nous avons manqué un peu d'envie pour gagner les matchs parce qu'on a contrôlé les matchs. Mais dans la deuxième mi-temps, on a entré avec notre attitude et à la fin, on a marqué les 2 buts pour le match nul. C'est important, je crois que la confiance a monté et nous continuons pour cette semaine. Le prochain match contre Bordeaux va être difficile, mais on a l'esprit et l'espoir de réussir les 3 points. Merci. Merci Radamel Falcao pour cette petite analyse. On va maintenant s'intéresser au dauphin du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le LOSC, qui recevait Dijon 19e. Et Dijon va s'incliner du côté de Lille 1-0, un but contre son camp de Wesley Lotoa. Décidément, cette équipe de Dijon n'a pas de chance, mais au vu de la seconde période, franchement, ils ne pouvaient pas en être autrement, tellement ils étaient acculés devant leur but. C'était pas possible de tenir une mi-temps comme ça. Après, quand même, je veux pas dire, mais ils ont quand même bien tenu la baraque par rapport à certains matchs que j'ai pu voir à domicile. Et on voit en première mi-temps, ils n'ont pas été ridicules. Ils n'ont pas pris l'eau, ils n'ont pas été ridicules. En plus, Shafik, qui est tout seul dans la hiérarchie à droite, qui est encore en état parce que tous les autres sont blessés, a réussi à faire du mieux qu'il pouvait. Donc c'était quand même un match convaincant de la part des Dijonnais. Mais à la fin, il y a eu cette mésaventure et le résultat qui est encore négatif pour l'équipe. Mais il fallait rester réaliste. Quoi qu'il arrive, Lille était quand même favori pour ce match. Oui, puis après, ils ont aussi pas de chance sur ce but parce que c'est un CSC et ça arrive toujours aux équipes qui sont en difficulté, ce genre de mésaventure. Oui. Donc, c'est vrai que le LOSC s'impose, mais s'impose par la plus petite marge du score. Mais en tous les cas, ça fait 1-0 et ça fait surtout 3 points de plus. Et Christophe Galtier qui lui dit il faut être capable de battre des équipes comme Dijon avant de recevoir forcément des équipes d'un autre calibre comme la prochaine rencontre, car Lille se rendra du côté de Saint-Étienne dimanche prochain. Et Antoine Camboiré, alors lui, je ne sais pas s'il est en colère ou pas, il dit simplement je ne lâcherai rien. Et les joueurs aussi, ils ont plutôt intérêt. Donc, il voulait un peu, je pense, s'adresser à son groupe. On va les écouter tous les deux. Il y a eu deux matchs avec 2 périodes totalement différentes. Une première où nous étions absents des débats, où nous avons laissé dans un certain confort Dijon, qui était venu avec un plan de jeu très précis, sur lequel nous avions beaucoup travaillé dans la semaine, mais il y a eu beaucoup de manque de prise d'initiative. Des joueurs cadres n'ont pas pris le match comme on aurait dû le prendre. Et ça a rendu une première période très mauvaise, très mauvaise, même si on a été mis en danger à la 2e minute, 3e minute, mais après on n'a pas eu trop de danger contre nous, mais on n'en a surtout pas créé.
parce que ça allait pas vite dans les transmissions, les passes étaient trop latérales, trop derrière. Mais pour aller vite dans les transitions, pour jouer vers l'avant, il faut du mouvement. Il n'y avait pas de mouvement en première période. De simplement leur rappeler comment on faisait, ce que l'on mettait pour essayer de gagner des matchs et que sur la première période on ne mettait pas et qu'il fallait que nos cadres prennent le jeu à leur compte, qu'on refasse monter le bloc, qu'il y ait plus de cohérence entre les lignes. Mais il faudra jouer 90 minutes face à Saint-Etienne pour espérer faire un résultat. Voilà, nous, mais voilà, il y a assez de... Il y a un bon état d'esprit, il y a assez de qualité dans le vestiaire, il y a de la compétence autour de l'équipe, mais on doit veiller au grain et être toujours exigeant, ne mettre aucune pression sur les joueurs et sur l'équipe, mais être très exigeant, parce que quand on a cette opportunité-là, dans une carrière, ça ne se présente pas souvent, il faut la saisir. Et puis après, on verra où on finit. Non, il ne peut pas être presque parfait, parce que même si c'est dur d'encaisser ce but, c'est un CSC, mais... le scénario, il pouvait être écrit que de cette façon, parce que surtout la deuxième mi-temps, on a trop accepté de défendre, on a beaucoup trop reculé, et puis surtout on a été incapable de ressortir, de jouer. J'aime pas les gens résilients, quoi, les gens qui lâchent, les gens qui abandonnent. Ce que je peux promettre simplement, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous reste 12 matchs, donc 36 points. On ne gagnera pas tous les matchs, hein, mais en tout cas, il faudra donc travailler fort pour aller chercher les points qui nous permettront de nous maintenir. Mais oui, il ne faut pas baisser les bras, il faut bien évidemment ne pas accepter la situation et se battre jusqu'à la fin, jusqu'à temps que ce soit mathématiquement encore jouable, bien évidemment, quand on joue le maintien. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs avec Sochaux. On va maintenant s'intéresser à une autre rencontre qui avait lieu ce dimanche avec Nice qui recevait Strasbourg. Les Niçois vont s'imposer par l'homme en forme du côté de Nice. C'est Youssef Attal à la 20e minute de jeu sur un superbe centre aussi de Alan Saint-Maximin qui a fait aussi encore un gros match. Et je vous propose d'écouter la réaction de Patrick Vieira. Pour lui, c'est une victoire méritée ou pas. Ça fait du bien. L'Europe, non, on n'est pas programmé pour ça. Et Thierry Laurey qui revient justement sur les arbitres, il pense que les arbitres n'ont pas les mêmes formations. Vous allez écouter. Ça a été un match très compliqué. On est tombé contre une très belle équipe de Strasbourg. Mais je suis vraiment satisfait, très content, parce que malgré nos 2 dernières défaites en championnat, le groupe a toujours travaillé avec la tête haute. Et gagner ce soir, c'est vraiment leur victoire à eux. Ils ont travaillé, ils ont vraiment montré un très bon état d'esprit. Et à l'arrivée, on prend les 3 points, c'est une très bonne chose pour nous. Après, je vous laisse le soin de dire si c'est mérité ou pas, mais c'était une victoire qui était très importante pour nous. Oui, c'est un joueur important, mais à l'image de Dante aussi, on a vu que ces 2 joueurs nous avaient manqué sur nos derniers matchs. Et quand on a tous les joueurs présents et bien physiquement, on peut faire des choses intéressantes, mais c'est vrai que Youssef a fait un très grand match aujourd'hui. Il a joué ailier, c'était pas son poste habituel, mais il s'est sacrifié pour l'équipe et il a été récompensé avec ce but. Mais Alan a fait un gros travail de ce côté-là et l'esprit d'équipe dégagé cet après-midi a été vraiment très bien. Il ne fait pas partie des équipes qui peuvent jouer l'Europe. Il suffit de regarder l'effectif qu'on a par rapport à d'autres équipes. Mais on a le droit de rêver, on a le droit d'y réfléchir à ça, mais c'est pas notre objectif numéro 1. Je sais pas, c'est à vous de faire, c'est vous les journalistes, c'est à vous de savoir si c'est logique. Vous avez vu le match comme moi? Vous méritez de perdre ce match ou pas, selon vous? Pas spécialement. Il y a des faits de jeu qui, je sais pas, j'ai l'impression que les arbitres ne suivent pas les mêmes formations. Je vois des images hier où on siffle un penalty, je vois des images aujourd'hui où c'est certainement beaucoup plus clair et on siffle pas penalty. Donc voilà, je vais pas me cacher derrière ça, mais c'est un moment important du match parce qu'il y a 0-0. J'ai vu les chiffres des stats, c'est kiff-kiff quoi. Aussi bien en termes de possession que de tir, que de passe, que de tout ce que vous voulez. On est bugne à bugne avec Nice, donc c'était un match très serré, sauf qu'il fallait pas faire d'efforts, de faute, pardon. Il fallait pas faire de faute.
et non pas d'effort comme le lapsus de Thierry Lauré. Et en tout cas, cette équipe de Strasbourg, elle est en milieu de classement avec elle est 9e avec 37 points. Et cette équipe de Nice, elle est 7e avec 40 points. Donc forcément, oui, l'Europe n'est pas très loin. On va regarder ce qui s'est passé dans une autre rencontre. C'est Guingamp qui recevait Nantes, une équipe de Nantes qui est arrivée du côté du stade du Roudourou pour jouer la défense. Et elle aurait pu repartir justement avec les 3 points de la victoire, car il y a un penalty qui est sifflé en fin de match pour une main justement d'un joueur guingampais dans la surface. Valentin Rongier se charge du penalty. Bon, pour moi, il ne le tire pas très bien. Et puis, c'est l'arrêt du portier guingampais. Donc, on va dire que c'est un très bel arrêt du gardien. Et ça, en tout cas, ça permet à Guingamp de prendre quand même un point dans cette rencontre, car les Guingampais ont malgré tout été malmenés en seconde période. Et ça fait 0 partout. Je vous propose d'écouter la réaction de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur de cette équipe de Guingamp. On prend un point, on avance, il veut positiver. Et Vaïd Alilogic qui lui revient sur le fait qu'il voulait pas perdre cette rencontre. On aurait pu gagner avec ce penalty. Pour une fois que la VAR est avec nous, eh bien, c'est raté. Ça aurait pu mal se terminer à la fin parce qu'il y a une décision de l'arbitre qui n'est pas la bonne à mon sens. Il sanctionne une main volontaire alors que c'est une main involontaire. Bon, après, il y a l'arrêt du gardien. Sur le match, les intentions nantaises, elles étaient évidentes. Ils sont venus à 10 derrière. Et seulement Koulibaly devant qu'ils ont recherché en permanence sur du jeu long. Alors, il a fallu être bon à la lutte, il a fallu être bon sur les deuxièmes ballons, il a fallu être bon sur l'anticipation des déviations. Et ça, on l'a très bien fait. Après, ce qui nous a manqué pour gagner le match, c'est un peu plus de justesse technique. Dans la dernière passe, on a souvent bien préparé, on a eu de très bonnes intentions de jeu. On est souvent allé chercher les côtés, mais après, on n'a pas été très juste quand il fallait faire la dernière passe. C'est ce qui nous a manqué. On vient de jouer sur 2 matchs à domicile de suite. On vient de jouer Angers et puis Nantes qui défendent très très bien et c'est très difficile de les manœuvrer. On prend 4 points. On aurait voulu prendre 6, mais on prend 4 et c'est positif. Après, contre ce genre d'équipe, il faut réussir à marquer pour que ça se découvre un peu plus, qu'ils changent leur système. Parce que s'ils avaient été menés 1-0, je pense qu'ils auraient changé. Et ça aurait sans doute ouvert plus le match. Après, c'est resté verrouillé parce qu'eux ne sont pas du tout sortis de leurs intentions et parce que nous, on n'a pas réussi à marquer. Mais dans ce qu'on fait, dans les intentions, sur le plan athlétique, sur le dynamisme aussi de l'équipe, c'est le jour et la nuit aujourd'hui et je trouve qu'on est en constante progression. On avance au classement parce qu'on prend des points et il faut qu'on continue. Bon point, on est venu pas perdre ce soir. J'ai organisé l'équipe pour pas perdre. L'adversaire n'a pas créé pas mal, presque aucune occasion. Je savais qu'on avait l'opportunité pour marquer surtout deuxième mi-temps. Bon, on avait ces possibilités à la dernière minute, ça a été vraiment inespéré. Malheureusement, on a raté, un petit peu quand même déçu, mais les gars, ils ont donné qu'est-ce qu'ils pouvaient. On a perdu parce que, vous savez, pour préparer ce match, on a perdu pas mal de matchs 1-0. J'ai dit, ça suffit. Ou on gagne 1-0 ou on ne perd pas. Et c'est pour ça, c'était comme ça tactiquement préparé. Et malheureusement, on aurait pu ce soir obtenir une belle victoire. Oui, mais pas de belle victoire pour Vaïd Alilogic du côté du stade du Roudourou. On va maintenant regarder ce qui s'est passé sur une rencontre qui avait lieu un petit peu plus tard dans la journée. C'était à partir de 17h, l'Olympique lyonnais qui recevait le Toulouse FC. Et puis ça s'est mal passé pour les Toulousains qui restent sur une défaite 5-1. Alors tout commence dès la 10e minute de jeu car un superbe but de Memphis Depay. Et ensuite, c'est pourtant Mathieu Dosevi qui va égaliser. Donc 2 buts dans le premier quart d'heure, à la 15e minute de jeu. On se dit que le match part sur de bonnes bases en tous les cas. Et puis Bertrand Traoré, 30e minute de jeu, va donner l'avantage 2-1 à cette équipe de Lyon. Ensuite, c'est Nabil Fekir à la 35e sur penalty indiscutable, qui donne le 3-1. Et ensuite, Moussa Dembélé, 67e et 70e minute de jeu. Inscrit un doublé pour cette équipe de Lyon. Finalement, on en reste à 5-1. En tout cas, cette équipe de Lyon s'est rassurée offensivement et même défensivement, parce qu'elle ne prend qu'un but avant justement d'aller affronter Lyon. Bon, messieurs, vous avez regardé un petit peu cette rencontre face à Toulouse ?
Ah, il n'y a pas de réponse. Personne n'a regardé? Ça, Non, si, pas- non. Ah, si, évidemment. Désolé, Pas moi, j'étais plongé dans mon. T'es plongé. Autre moi, part. Oui, non. Oui, j'ai regardé le match avec le déclic qu'il y a eu après le carton rouge de Cahuzac, qui devient le joueur du 21e siècle à prendre de plus de cartons rouges en Ligue 1 quand même. Sacré record pour lui, connaissant le bonhomme, mais c'était une rencontre qui s'est jouée directement sur comme Sochaux, un petit déclic qui a permis à Lyon de prendre l'avantage et puis ensuite dérouler sur le terrain. On a pu voir l'association des deux frères Fekir qui s'est portée à merveille. Nabil et puis Yacine. Qui s'est porté à merveille et puis au final c'est presque un score de tennis qu'on a eu sur le terrain. C'est ça, c'est un peu ça. On peut dire que c'est un score de tennis. Ben justement, on va l'écouter, Nabil Fekir, qui lui dit c'est bon pour la confiance. On a envie de disputer. Il revient aussi sur le fait que lui n'a pas joué contre le Barcelone et on a envie de disputer de telles rencontres. C'est ce qu'il a indiqué. Et il parle aussi de son frère. Et du côté d'Alain Casanova, on n'a pas eu de réaction en son. Donc Alain Casanova a déclaré: on s'attendait à un match compliqué. Le rapport de force avec Lyon nous est très défavorable. Nous avons eu du mal à défendre sur ces joueurs qui prennent de la vitesse dans les couloirs et ceux qui sont entre les lignes. La deuxième période a été difficile. Il y a eu un sentiment d'impuissance avec l'impression d'être mis en danger sur chaque offensive. Offensivement et défensivement, c'était dur. Nous avons vu la différence entre deux équipes aux ambitions opposées. Nous savions que ce serait difficile de prendre des points à Lyon. C'est plus sur l'écart du score que j'ai des regrets. Il faut vite évacuer cette déception de Lyon car nous avons un match important contre Guingamp qui arrive. Et on va écouter tout de suite Nabil Fekir. Ça s'est bien passé. Voilà, on avait à cœur de rebondir en championnat après le faux pas à Monaco. Voilà, ce soir, on l'a fait de belle manière. Voilà, tous les attaquants ont marqué. C'est bien pour la confiance et pour la suite. Bien sûr, on y croit. Voilà, ce sera un match compliqué là-bas, au Camp Nou. On connaît leur force, mais ça reste un match de foot. Voilà, on va donner le tout pour le tout. Mais avant ça, il y aura déjà un match à Strasbourg et à Allegheny. C'est normal, c'est compliqué. Voilà, c'est des matchs qu'on a envie de jouer. Mais voilà, malheureusement, j'étais suspendu. Mais il y a le match retour qui arrive très vite et il va falloir être prêt. Juste un dernier petit mot pour finir, Nabil, l'entrée du frérot ce soir, Yacine. C'est un bon moment, c'est sympa. Ah, c'est bien. Voilà, il bosse bien à l'entraînement, il est sérieux. Plus de ça, il a de grosses qualités. Donc voilà, c'est une juste récompense pour lui et j'espère qu'on le verra de plus en plus souvent. Oui, c'était le frérot, comme dit si bien le journaliste de chez beIN Sport lors de l'interview quand il demandait l'avis de Nabil sur son petit frère qui a déjà montré certaines belles qualités. On va maintenant s'intéresser au dernier match car il y a un match qui aura lieu ce mardi à partir de 19h. Ce sera donc pour Bordeaux qui recevra Montpellier ce mardi 5 mars. Et on va s'intéresser au dernier match de cette 27e journée. C'est l'Olympique de Marseille qui recevait l'équipe de Saint-Étienne. Une victoire des Marseillais qui commence déjà par Balotelli à 12e minute de jeu. Balotelli qui n'en finit pas de marquer pour cette équipe marseillaise. Et Florian Thauvin à la 21e sur penalty. Bon, une victoire nette, logique, on va dire, au vu de la rencontre. Je vous propose d'écouter la réaction de Rudy Garcia, qui lui revient aussi sur ça. Victoire logique pour lui et nette. Et Jean-Louis Gasset, lui, il parle de Balotelli et il compare Mario Balotelli à Ibrahimovic. Pardon. Vous allez tout de suite les écouter tous les deux. Puis on en reparle après. C'est des choix très forts, mais il y a une équipe qui a joué et on a fait aussi le résultat à 14 et pas à 11. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a maîtrisé le match et on a maîtrisé notre sujet. On n'a pas concédé grand-chose. Il y a eu une grande intervention de Bounassar. Je pense que c'était 1-0 pour nous. On a très bien entamé le match. Et puis, dans l'ensemble, on a fait une première période très aboutie. En deuxième, on a peut-être reculé un petit peu trop. Mais on n'a pas concédé grand-chose. Steve a fait une belle horizontale sur un centre, mais à part ça, il n'a pas eu beaucoup de travail, donc ça veut dire qu'on a très très bien défendu. Après, on a eu au moins 7 occasions, donc on aurait peut-être pu marquer au moins un but de plus. Mais on va se contenter de ce 2-0, on va dire net et logique. On est encore à 5 points de Lyon, parce qu'on l'était avant cette journée. Donc comme ils avaient gagné avant nous, il était très très important
garder ou de ne pas perdre de points ce soir. On voulait aussi reprendre cette 4e place parce qu'on l'avait perdu la semaine d'avant. Voilà, donc on a battu le 4e et c'est nous le 4e, mais on va continuer à faire comme on fait ces derniers temps. On va s'occuper du match de Nice et le reste, franchement, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Gagnons nos matchs, on est sur 13 points sur 15, c'est plutôt une bonne série, on va dire. Fidi, il prend la pression, il prend la lumière, il me rappelle Ibrahimovic et il a marqué un but à la Ibrahimovic. C'est un grand joueur. Il est bien dans ce contexte. Il a ramené le public, il a ramené la confiance et beaucoup de ses partenaires vont élever leur niveau de jeu. Bon alors messieurs, vous avez suivi ce dernier match avec Jean-Louis Gasset qui compare Mario Balotelli à Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que vous êtes de son avis ? Alors pas complètement parce que on a quand même Zlatan Ibrahimovic qui reste l'un des meilleurs joueurs de sa génération et qui a toujours été impressionnant lors de ses passages en Ligue 1. J'ai rarement vu Ibrahimovic hors de forme dans notre championnat et puis surtout il est encore très régulier à son âge. Quand il est parti pour Manchester, il continue encore à affoler les compteurs et c'est quand même une personne qui a un physique incroyable et une qualité technique qui n'est plus à prouver. Donc par rapport à Balotelli qui est quand même un caractère bien trempé et un manque de régularité depuis 1 ou 2 ans, ça reste quand même très osé de vouloir comparer à Ibrahimovic qui reste quand même le roi. Mais peut-être qu'en étant justement bien à Marseille, peut-être que pour exprimer son potentiel, Mario Balotelli a aussi besoin d'être bien, d'être en confiance, peut-être qu'il n'a pas eu aussi les années précédentes. Après, je ne sais pas, on ne connaît pas l'environnement qu'il y avait à Nice, on ne connaît pas celui qui est en interne à Marseille. Il peut avoir ces facteurs-là, mais je ne pense pas que ce soit non plus décisif à ce point, parce qu'on connaît bien la réputation de l'homme quand il était en Italie ou à Liverpool. Après, bon, ça, on est tous d'accord sur le fait que ça reste quand même un grand joueur et c'est bien aussi qu'il soit dans notre championnat. Oh, complètement. C'est vrai ça. On va tout de suite vous donner le programme de la 28e journée qui aura lieu donc le week-end prochain avec... ça commence le samedi 9 mars, il n'y aura pas de match le vendredi. On commence à 17h avec Strasbourg qui recevra Lyon. À partir de 20h, on retrouvera le programme suivant, Monaco-Bordeaux, Nantes qui recevra le Paris Saint-Germain, Dijon recevra Reims, Amiens recevra Nîmes. Et ce dimanche 10 mars, poursuite et fin de cette 28e journée avec à 15h 3 rencontres, Saint-Étienne-Lille, Montpellier-Angers, Toulouse-Guingamp et à partir de 17h, Rennes-Caen. Et le grand format de cette 28e journée, ce sera l'Olympique de Marseille. Ce sera un derby du Sud qui recevra justement l'OGC Nice à partir de 21h. Donc des retrouvailles pour Mario Balotelli et son ancien club de l'OGC Nice. On va au classement des buteurs. Je vous donne les buteurs. Bon, Kylian Mbappé avec 24 buts. Derrière Edinson Cavani est deuxième avec 17 buts et Nicolas Pepe toujours troisième avec 16 buts. Au classement, en tête le Paris Saint-Germain avec 71 points. Deuxième Lille 54 points. Troisième Lyon 49 points. Quatrième Marseille 44 points. On retrouve ensuite cinquième Saint-Étienne. Sixième Reims. Reims 42 points. Reims qui pourrait se retrouver aussi européen en fin de saison. Et puis en bas de classement, on retrouve toujours Caen 18e barragiste avec 20 points. Dijon est 19e avec 20 points également. Et 20e Guingamp avec 19 points. Eh bien, on va s'intéresser. Ah non, j'avais quelques petites brèves avec Zidane. Mais là, c'est plutôt de Bordeaux. On a appris quand même que Zinedine Zidane et des investisseurs chinois auraient dû acheter un club français, et en l'occurrence les Girondins de Bordeaux. Donc, c'est lors de l'été 2015. Un groupe d'investisseurs avait prévu de racheter le club de Bordeaux. Et même Zinedine... Attends, Fred, t'énerve pas, faut que je te mette ton micro, sinon tu parles dans le vide. Et avec Zinedine Zidane qui devait également investir son argent personnel dans le club. Mais malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, Zinedine Zidane était l'entraîneur de la réserve du Real Madrid. Et 6 mois après, il est passé donc numéro 1. Et de ce fait, tout est tombé à l'eau. Surtout que
Surtout Zidane, il connaît le club puisqu'il a joué en tant que joueur. Il était en tant que joueur. Bien sûr. Avec bien sûr. Dugarry, Lizarazu à la même époque, quoi. Exactement. Donc il connaît très bien le club. Allez, une petite brève aussi, mais là on reste toujours à Bordeaux et là je pense que vous allez... C'est le départ de Ricardo peut-être aussi. Oui, il y a le départ de Ricardo, mais là c'est un petit peu plus marrant. Alors c'est vrai que les supporters de Bordeaux se sont posé la question pourquoi Younous Sankaré n'était plus réapparu depuis le 9 février. Alors on sait que Ricardo avait regretté justement de ne pouvoir utiliser le joueur, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et c'est nos confrères de Sud-Ouest qui justement ont donné la raison de l'absence de Sankaré. Elle est assez risible pour nous, oui, mais peut-être pas forcément pour lui. Alors c'est vrai que le quotidien régional assure que le milieu de terrain a subi des implants de barbe il y a quelques semaines. Mais en fait, cette intervention médicale a entraîné des complications. On sait souvent quand il y a des problèmes médicaux, des opérations, ça peut entraîner d'autres complications. Alors ça explique pourquoi le Bordelais, en tout cas, n'est pas réapparu. Alors on ne sait pas quand il fera son retour. Et c'est ce que nos confrères de Sud-Ouest finissent l'article en disant beaucoup seront certainement attentifs à la qualité de sa barbe. Donc c'était assez sympathique cette petite barbe. Je voulais juste revenir sur un petit point, c'est un problème avec la VAR. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire avec la VAR, parce que c'était au mois d'août dernier, c'était face à Nîmes où Marseille aurait dû bénéficier d'un penalty. Sur Germain. Oui, c'est ça, sur Germain. Et on a les enregistrements ont été communiqués. C'est nos confrères de Canal+ qui en ont dévoilé la teneur. Alors vous allez voir, c'est un peu, faut bien tendre l'oreille parce que c'est un peu de la cacophonie. On comprend au début, puis après on comprend pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé ce fameux penalty. Et je vous propose d'écouter. On en reparle. On va revoir le moment où l'arbitre de terrain ne comprend pas justement ce qui se passe parce qu'il est dans sa décision, quoi. Il est dans son truc à lui. Surtout, il n'entend pas Amaury Delorue. Regardez et écoutez, on a sous-titré. Alors, je voudrais voir le tirage. Le ballon est en jeu. Non. Pas Germain, celui qui pousse en premier. Qui pousse en fond. Sur la cible à droite, on la voit. Contre-attaque, on est en zone neutre maintenant. Le ballon est sorti en touche. En premier et après, il pas accroché. Donc, c'est lui qui fait la proposition. Retard. On retarde. Benoît, retarde. Il pousse Briand. Plutôt rien, c'est reparti. C'est reparti trop tard. Prêt. Pourquoi c'est reparti? Parce qu'il n'a pas entendu parler en même temps. Il n'a pas entendu quand je lui ai dit les 2 premières fois. Moi, je suis directement contre lui quand je la vois comme ça. Ça m'emmerde pas. C'est 2 fois qu'il me le fait, je jouais à ce qu'il pleurait après. Parce qu'il vient bloquer, comme il se met devant, il bloque après Briançon. Ok, bon messieurs, vous avez compris, c'était la VAR, donc c'était la communication entre le CAR avec les différents arbitres qui sont à l'intérieur et également l'arbitre du centre. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'arbitre du centre n'a pas entendu les commentaires qu'ont fait les arbitres qui étaient placés dans le CAR. Et ça fait que l'arbitre n'a pas sifflé ce pénalty. En tout cas, n'a pas revu les images. Peut-être qu'il n'aurait pas sifflé pénalty. Mais en tout cas, il n'a pas entendu, parce que tout le monde parlait un peu en même temps, et il n'a pas entendu ce que les arbitres dans le quart lui disaient. Donc c'est un peu les... Je me pose une question à ce propos. Oui, pose-la. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme au rugby, on entend les arbitres en train de parler entre eux? Oui, je pense. Comme au top 14. Déjà, je crois qu'en rugby, ils sont moins nombreux, parce que là, ils sont 3 ou 4 dans le quart. Donc ça fait qu'il y a... Les spectateurs, ils pourraient comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est que si tout le monde parle en même temps, on ne se comprend plus. Oui. C'est ce qui s'est passé. Après, quand même, au rugby, il faut dire que la qualité de l'arbitrage vidéo n'est plus à prouver. C'est quand même l'un des sports où on a un arbitrage vidéo qui est assez impressionnant au niveau de la qualité et puis de l'analyse. Oui, c'est ça. Donc après, on verra. Après, la VAR est arrivée cette année, donc il faut aussi peut-être un petit moment. Qu'un jour, on entende ce que disent les arbitres quand il y a... pendant la VAR, quoi. C'est déjà le cas aux États-Unis. Mais c'est pas encore arrivé en France et en Europe. Parce qu'à part comprendre le sigle, je regarde la vidéo comme ça. Oui, c'est ça, mais ça, c'est quand les arbitres du CAR lui disent
Voilà, lui disent va voir les images parce qu'il y a quelque chose qui nous paraît bizarre. Et après, c'est donc à l'arbitre du centre c'est lui qui prend la décision finale, quoi. Sur ce cas précis, en fait, c'est un peu la cacophonie parce que tout le monde s'est parlé en même temps, puis en fait, l'arbitre du centre n'a rien entendu. Donc, c'est vrai que ça peut déstabiliser l'arbitre pour prendre une décision. C'est surtout qu'il n'a pas entendu que les arbitres du quart lui disaient d'aller revoir les images parce qu'il y avait quand même quelque chose, quoi. Finalement, il n'est pas allé voir. Non, il n'a pas entendu. Donc, après, le jeu est reparti, quoi. Il aurait pu arrêter le jeu s'il avait entendu, quoi. Oui, l'arbitre, mais après, c'est les arbitres du quart, eux ne peuvent pas arrêter le jeu, donc le jeu est reparti et puis il n'a pas entendu, donc on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça, donc voilà, je voulais qu'on en parle un petit coup ce soir. Eh bien, on a terminé avec la page Ligue 1. Je vous propose